le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2-1 Partez, c'est également l'émission, un sport qui parle de toute cette belle actualité sportive savoyarde et haute-savoyarde. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2025. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année au nom de l'équipe de 9-2-1 Partez. J'espère également que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je suis très heureux également de retrouver toute mon équipe sur le plateau. Salut Driss, comment vas-tu ? Salut, ça va super. Ravi de faire cette rentrée avec vous et hâte de parler de sport tout au long de l'année. Donc voilà, très content. Écoute, avec grand plaisir en tout cas. Justine est également avec nous. Salut Justine, comment vas-tu ? Super, très contente aussi de pouvoir parler encore cette année de tout le sport qui entoure notre région. Et puis voilà, on va commencer l'année comme il faut aujourd'hui, je pense. Et oui, en tout cas, une année qui promet en matière de sport. Nous, en ce qui nous concerne, ça promet. Au programme, ce soir, une première partie où nous parlerons judo avec l'Alliance Revard Judo. Une deuxième partie où nous mettrons en lumière un événement local qui arrive à grands pas, qui est le cross de la Saint-Inoise. Et enfin, nous terminons avec les chroniques de Justine et Driss qui vont nous partager les dernières actualités sportives et les résultats de nos clubs savoyards ainsi que les rendez-vous à ne pas manquer. Nous allons donc commencer cette première partie d'émission en mettant en lumière l'Alliance Revard Judo et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Pascal Scanavino, qui est le président du comité départemental de judo et également président du judo club aixois. Bonsoir Pascal, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très bien, merci pour votre invitation. En tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir ici sur notre plateau à Aix-les-Bains. Écoutez, je vous laisse faire peut-être un petit point sur l'historique du club. Alors, le judo club aixois existe, il y a du judo à Aix-les-Bains depuis 1950. Il a été déclaré à la préfecture en 1952. Les fondateurs étaient deux. Il y avait... je ne rappelle plus leur nom, mais ça va me revenir. Et donc, on a fêté 50 ans en 2002. Là, on est à 75 ans. Et donc, on est un club de 330 licenciés. On a fondé avec Jean-Claude Tonder en 2010 l'Alliance Revard Judo, qui réunit tout ce qui est judo autour du lac. Et donc là, on est à 750 licenciés. Ah oui, ok. Ouais. On a un club à Chambé, en Ayenne, Culose, un petit peu tout ce qui est autour du lac. Depuis l'Alliance. Oui, l'Alliance Revard, oui. Énorme. Et finalement, cette alliance, concrètement, quel club elle regroupe ? Alors, il y a 11 dojos. Il y a Aix-les-Bains, bien sûr. Il y a un club à Chambéry. Il y en a un à Ayenne. Il y en a le tatami désertier qui est au désert, là, à côté de la Flécla. Mmh. Nous, on a des sections à Tresserve, Grésy-sur-Aide, Saint-Offenge. On a Cusy, Bellecombe-en-Bauge, Culose, Viry-le-Grand. Je crois que j'ai fait le tour. Donc là, ça touche un territoire au sens large, le bassin d'Aglo Grand Lac et le budget sud. Voilà, le but, c'est de mutualiser les moyens. Une partie de Grand Chambéry, finalement. Le but, mutualiser les moyens et proposer à nos pratiquants des pratiques variées sur tout le territoire. Ok, et est-ce que finalement, à l'origine, il y avait d'autres objectifs que de toucher un plus grand nombre de personnes finalement. Est-ce qu'il y avait peut-être pas aussi cette ce gain en termes d'infrastructures peut-être plus récentes ou autres ou non, je sais pas, peut-être. Alors, les infrastructures, c'est le problème dans le judo. J'imagine. On aimerait bien avoir plus de dojos. On a aussi sauvé des petits clubs. Comme Yen ou le tatami désertier, si on n'était pas intervenu, on les avait récupérés avec l'Alliance Revard Judo. Ce sont des petits clubs qui auraient disparu, ou Viry-le-Grand. Donc il y a cette idée aussi que le judo vive dans les territoires même reculés. Donc on apporte notre soutien. On a une quinzaine de professeurs, même plus, 17 je crois, à l'Alliance Revard Judo. Parce que pour enseigner le judo, il faut être diplômé. Ok. Donc voilà. C'est-à-dire, quand vous dites diplôme, c'est un diplôme d'État, Alors, on a des diplômes d'État, on a des CQP, on a aussi des animateurs fédéraux, des diplômes fédéraux.
qui permettent d'enseigner le judo. Et donc, ce sont des personnes qui font que ça, ou bien il y a quand même une partie de bénévolat? Non, il y a une grosse partie de bénévolat. On a 2 employés permanents qui sont salariés, qui sont Mathieu Schianavino et Johan Arnal. Johan Arnal est là depuis plus de 10 ans et Mathieu Schianavino l'a rejoint il y a 2 ans. Mathieu Schianavino est également cadre technique du comité départemental. Ok. Voilà. On a beaucoup de gens qui sont dans le comité départemental que je préside. Il y a Françoise Bédoc qui s'occupe du judo et du judo handicapé sur le département, mais qui travaille beaucoup aussi au Judo Club d'Aix. D'accord. Elle travaille beaucoup avec les IME, on fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, judo et personnes handicapées. On a Vincent Orvelin qui est donc du dojo chambérien avec Christine Orvelin qui eux font de la compétition kata au niveau européen. Ok. Voilà. Donc on a plein de compétences et qui est responsable aussi des kata, donc ces formes de judo au niveau départemental. Et on a Arthur Clerget qui a rejoint le club il y a 2 ans. Arthur Clerget, c'est un ancien champion de France de judo, ancien international, puisqu'il avait participé à une demi-finale de championnat du monde en junior. Il a gagné de nombreux tournois internationaux. Et il a tourné sa carrière vers le taïso. Le taïso, c'est une activité physique douce de bien-être à base d'assouplissement et de renforcement sur tatami issu de la culture japonaise. Donc, Arthur Clerget en est le grand maître au niveau national, c'est lui le représentant de la fédération, c'est lui qui fait les professeurs au niveau national. Et on a la chance de l'avoir accueilli à Aix-les-Bains, donc on est très content de ça. Exact, Arthur, qu'on salue au passage, qui aurait dû être là ce soir avec vous, ici à nos côtés, mais qui est malade en tout cas. Donc, qui est malade, pauvre. Donc en tout cas, voilà, on le salue à distance. Voilà, donc vos objectifs sont multiples, promouvoir le judo, de l'accompagnement auprès des personnes en situation de handicap. Bien sûr. Former des jeunes. Bien sûr. Former des futurs champions. Oui, alors on a des jeunes bien sûr qui tournent au niveau régional, il y en a qui montent au national, les championnats de France. Quand ils performent, on les met au pôle espoir ou au pôle France, au pôle espoir et au pôle France à Grenoble. Comment ça se passe finalement ? Finalement, voilà, il y a 700 et quelques licenciés, si je ne me trompe pas. Oui. Chaque année, vous faites des détections. Comment ça se passe et quel est finalement le processus pour un jeune qui aimerait devenir le grand champion de demain? Alors déjà, il faut pratiquer. Quel est le parcours type? Il faut une grosse pratique, il faut pratiquer beaucoup, souvent. Et puis, on a des cours compétition orientés vers la compétition pour que ces jeunes puissent s'améliorer. On fait également des sorties dans d'autres clubs. On fait des stages de formation. Et puis, voilà. À partir de là, on leur fait faire des tournois et à eux de prouver qu'ils sont bons. Et après, dès lors qu'ils sont, on va dire, en club, qui sont au-dessus, entre guillemets, je m'entends, dans leur catégorie notamment, comment se passe l'accès au pôle? C'est encore sur sélection? Alors ça, c'est une sélection. Quel est le processus? On les présente en sélection au pôle vers le mois d'avril. Et ils passent des examens techniques, ils font des combats, et puis ils sont sélectionnés par ceux qui s'occupent du pôle, là, au niveau régional. Et puis ils commencent en septembre. Et c'est d'abord le pôle espoir, et si ça se passe bien, après ils passent en pôle France. Ok, finalement c'est un peu presque le même processus que le handball. Voilà, oui, c'est l'ouverture vers le haut niveau. Voilà. Ok. Et vous, est-ce que vous avez des jeunes en tout cas qui sont sur le pôle France ou autres actuellement? Non, actuellement on n'en a pas. D'accord, ok. On a eu d'anciens champions dans les gens qui sont professeurs. Alors je suis assez fier de dire que ceux qui sont professeurs, là j'ai cité Johan Arnal et Mathieu Schianavino, mais Julien Eloin aussi, dont je vais parler maintenant, sont des jeunes qui ont commencé à 5 ans au club et qui ont continué, qui sont devenus professeurs et qui maintenant enseignent au club, qui ont des fois fait leur parcours comme Mathieu ailleurs, en Auvergne, et puis qui est revenu au club. Julien Eloin, il s'occupe du jiu-jitsu. On a créé depuis cette année, ou même la fin d'année passée, un groupe de jiu-jitsu brésilien. Donc ça se passe uniquement au sol, avec Sébastien Reynaud et Julien Eloin. Donc Julien Eloin, lui, a été champion du monde 2 fois en jiu-jitsu, en duo système, il y a une vingtaine d'années, en 2002 et en 2004, avec son partenaire Laurent Béard. Donc c'était une des grandes fiertés du club, 2 titres de champion du monde en jiu-jitsu.
Mais il y a 20 ans quand même. Mais il est toujours là, il enseigne. Il fait profiter les autres de son expérience. Oui, c'est aussi ça qui est chouette, c'est que ce sont des personnes qui avant tout ont commencé très jeunes dans le club finalement et qui reviennent avec cette cette facette d'entraîneur, de coach, de grand maître, voilà, de montrer la ligne. Ouais. Parlez-nous un peu de cet esprit un peu mystique du judo. Alors le judo, bien sûr, ça vient du Japon. Alors la compétition, c'est une petite partie du judo. Il y a beaucoup de choses dans le judo. On a parlé du taïso, on a parlé du jiu-jitsu brésilien, mais il y a aussi l'activité avec le sport pour tous. On fait aussi du sport santé pour des personnes plus âgées. Donc Françoise Bédoy s'occupe très bien de ça. Voilà, et donc le côté, c'est un sport à hiérarchie, on passe des ceintures, on commence ceinture blanche, puis ceinture jaune, ceinture orange, verte, bleue, marron, et après on arrive à la fameuse ceinture noire. Voilà, et après dans les ceintures noires, il y a des grades, premier dan, deuxième dan, troisième dan, ainsi de suite. Donc, le grade, c'est une partie importante dans le judo. C'est ce que j'allais dire, finalement on ressent que c'est un peu un côté, il y a une certaine hiérarchie qu'on respecte. Bien sûr, oui. Driss, ouais. Alors, on sort d'une magnifique année au niveau du sport, plein de compétitions, etc. Et surtout dans le judo, au niveau des JO. Est-ce que vous avez senti, tout à l'heure on parlait de promouvoir le judo, est-ce que vous avez senti aussi une différence d'engouement autour du judo? Est-ce qu'il y a plus d'inscriptions? On sait que l'équipe de France et plusieurs athlètes judokas français ont pas mal performé pendant les JO et tout au long de l'année. Est-ce que vous avez ressenti un peu cette force-là, quoi? Oui, on a ressenti, bien sûr, l'effet olympique. On a beaucoup de gens qui avaient pratiqué le judo, des jeunes entre 30 et 40 ans, qui se sont dit, je faisais du judo, ils en ont vu à la télé, ils ont vu les performances, sa meilleure performance au niveau médaille. Le judo, 10 médailles, cette année, on est une année exceptionnelle. Il y a Teddy Riner, mais pas que, il y a toute l'équipe de France derrière. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'était une belle vitrine pour le démarrage en septembre. Et on a vu plein de gens, là, à Etsébin spécialement, on a eu beaucoup de ceintures blanches adultes, c'est-à-dire des gens qui sont venus commencer le judo. Et on les a accueillis, voilà. Au final, cet engouement, cette alchimie qu'on a vu pendant les finales face aux Japonais, notamment, c'était quelque chose que, c'est pas un sport que moi, personnellement, je suis tout au long de l'année, mais j'étais vraiment à fond derrière eux pendant cette finale. Et c'est aussi, ça part de là, au final, de regarder un sport à la télé comme, nous tous étant enfants, on a tous aimé un sport, on est parti de là, et au final voir le judo autant réussir et surtout à travers des Français, c'était exceptionnel. Oui, la finale était spécialement tendue. Le tirage au sort, etc. Et le tirage au sort, et puis à un moment on croyait qu'on allait perdre, et puis finalement Benjamin Gamba a réussi à renverser la vapeur en battant un Japonais qui n'avait pas perdu un combat depuis 5 ans. Il était plus léger aussi, c'est ça? Oui, mais en équipe, on peut monter d'une catégorie. D'accord. Les Japonais ont fait ce pari de faire monter leur champion, mais Benjamin Gamba, qui est un jeune prometteur, puisque en individuel, il avait fait vice-champion olympique, voilà, il a fait vraiment une belle performance, et ça a donné le temps à l'équipe de France, qui était emmenée par Teddy Riner, qui est un formidable coach d'équipe. Capitaine, capitaine d'équipe, mais qui sait driver son équipe, mais il a une grosse expérience, et puis ça a permis cette superbe performance de rebattre les Japonais en finale. On les avait battus chez eux en 2021 à Tokyo, c'était déjà énorme, mais ils sont revenus en charme, mais ils ont repris la même à Paris. Et parlez-nous aussi, cher président, de votre poste, de président du département du judo finalement. Oui, je suis président du comité départemental, c'est-à-dire que je représente moi et mon comité directeur, on représente la fédération sur le niveau des départements, on organise les compétitions départementales, des tournois, des stages pour les jeunes, et donc c'est notre mission, on est une délégation territoriale de la fédération. D'accord, ok. Donc en plus finalement des multiples clubs, quoi. Oui, c'est en fait c'est un peu les interclubs. On s'occupe de tous les clubs. Ok. On chapeaute tous les clubs. On est là pour informer les clubs au niveau des changements, au niveau de l'arbitrage, au niveau de la réglementation, au niveau de l'évolution du judo. Et puis on est là pour les aider quand ils ont besoin lors de leur création. Voilà, on est là pour aider les clubs. Ah oui, une vraie implication au niveau du département, donc. Oui. Et depuis combien de temps? Depuis 2012.
D'accord. Je suis au comité directeur depuis l'année 2000, mais je suis président depuis 2012. Ah oui, d'accord. Et finalement, vous avez sur quel sujet, peut-être sur les derniers grands sujets, sur qu'est-ce que vous avez peut-être mis en place pour les clubs? Vous avez quelques exemples? Le comité a pu mettre en place pour nos clubs, ouais. Oui. Alors les clubs, on les aide dès qu'ils ont des besoins, parfois de prêt de tatami ou des besoins d'intervention technique. Dans le cas technique, Mathieu Schianovino peut intervenir dans les clubs. On les accompagne aussi lors des stages. On fait des stages pour les jeunes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire des stages pendant les vacances. Pendant les vacances. Ouais, d'accord. Voilà. Des stages de perfectionnement. Voilà. Stage de perfectionnement. Il y en a au niveau départemental, régional, mais nous, on fait notre travail au niveau départemental. D'accord. Pour les catégories Benjamin, minime, cadet. Ok. Et voilà. Sinon, donc ça peut être tout ce qui est mis à disposition de matériel en commun, etc. Quoi. Ok. Ouais. Vous pouvez un peu nous expliquer les fameuses pesées? Ça, c'est toujours assez. Oui, on a un sport à catégorie de poids. Assez spécial, voilà. Donc, mettons, chez les garçons, il y a les moins de 60 kilos, les moins de 66, moins de 73, moins de 81, ainsi de suite. Et puis jusqu'au moins de 100 et plus de 100. Après, en plus de 100, qu'on fasse 101 kilos ou 160 kilos, on est dans la même catégorie. Donc voilà, c'est un sport à catégorie de poids. Donc, le judoka, il fait attention à son poids. Oui, j'ai cru comprendre, a priori, que c'était important. Ah oui, parce que une certaine ligne pour un à kilo garder. de plus, on change de catégorie, donc c'est vrai que c'est une chose importante dans le judo. Parlez-nous un peu des entraînements. À quoi ressemble un entraînement classique, on va dire? Alors, un entraînement classique de club commence par une partie taïso. C'est-à-dire on prépare le corps à pratiquer les arts martiaux. On fait un échauffement orienté avec des gestes techniques. Déjà, on rentre dans la technique judo. Et puis après, il y a souvent une explication technique de mouvement. Ok. Et puis après, on passe ce qu'on appelle les randori. Ce sont des combats d'entraînement où c'est un exercice libre où on va essayer d'exprimer ce qu'on a appris en technique sur quelqu'un qui se laissait faire. Et là, on va essayer de l'appliquer sur quelqu'un qui se laisse plus faire. Donc c'est du combat. Ouais, on a un sport de combat. La phase combat, quoi. Ouais. Et jusqu'où va finalement cette phase combat? Une certaine philosophie à avoir finalement. Alors, quand il y a beaucoup de respect dans le judo, vous savez, on salue l'adversaire, on le salue au début, à la fin, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu. Et bien sûr, le judoka, il veut gagner toujours. Mais quand il perd, il accepte la défaite et puis il se dit, il faut que je retravaille encore. Il y aura une revanche. Bien sûr. Et après, en termes de, de prérequis, quels sont finalement les prérequis physiques? Pour faire du judo, il y a pas, tout le monde peut faire du judo à son niveau. Il y a puisque on en a parlé, les personnes en situation de handicap, on arrive à leur faire du judo, il n'y a pas de problème. Excellent. Voilà. Donc après, même des gens d'un certain âge font du judo, continuent à faire du judo. Alors bien sûr, les objectifs sont plus les mêmes. Bien sûr. Voilà. L'approche est au niveau différente. De la pratique, quoi, oui. Donc là, le jiu-jitsu brésilien qu'on a mis en place, là, ça se passe que au sol. Donc il n'y a déjà plus l'appréhension de la chute. Et oui, oui, bien sûr. C'est que du travail au sol. Donc voilà, c'est un aspect pour les ceintures noires qui vieillissent un petit peu et qui leur permet de rester dans le club. Et finalement, on parle souvent en effet d'évolution de ceinture. Mais concrètement, derrière ça, qu'est-ce qui sépare une ceinture blanche d'une ceinture noire? La pratique, des années de pratique, mais concrètement. Le relâchement, la perception du mouvement, c'est sentir son corps dans l'espace, le judo. Le judo, c'est la voie de la souplesse, mais c'est pas forcément la souplesse articulaire, c'est la souplesse de son corps dans l'espace. Et donc, un judoka, déjà, la première chose qu'on apprend au judo, c'est à tomber. Parce que si on fait tomber les autres, on tombe aussi souvent. Ouais. Donc un judoka, c'est comme un chat, il peut tomber dans toutes les situations, il s'en sort toujours bien. On apprend à accepter la chute. Ok. Et en termes d'objectifs, depuis la création de l'Alliance, quels sont désormais vos objectifs encore que vous avez en tête, des objectifs à mettre en place? Alors, le but, c'est de continuer à promouvoir et à aider le judo sur le territoire autour du lac, ou plus loin s'il y a besoin, et c'est de faire des choses ensemble. On fait beaucoup de stages ensemble, on fait beaucoup d'entraînements communs. Okay. Tous les adultes se retrouvent une fois par mois dans un des dojos pour pratiquer. Le but, c'est vraiment de faire des choses ensemble et de changer de partenaire le plus souvent possible. Voilà, c'est la promotion du judo. Du judo, jiu-jitsu, taïso,
le jiu-jitsu brésilien, toutes les vraiment phases sous tous les angles, le judo sous tous ses angles, quoi. Génial. Et ben, en tout cas, voudrais juste dire, allez-y. les noms des créateurs m'est revenu, je suis un trou, c'était Robert Scarato et René Paulier. Voilà, qui ont créé le club, Judo Club Etsoa en 1950. Ok, très bien. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on voit très bien que depuis notamment l'Alliance, en tout cas, ça promet beaucoup sur le territoire et bien au-delà de notre territoire, en tout cas, voire même sur le département. Je pense que, voilà, vu aussi vos fonctions au niveau du comité départemental, je pense que cela aide parce que vous devez aussi apporter beaucoup auprès de l'Alliance. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. On ressent une certaine dynamique en tout cas. Oui, j'ai la chance d'avoir une solide équipe autour de moi de bénévoles, de judokas, mais d'autres bénévoles aussi qui aident beaucoup le club et qui nous aident à progresser vraiment dans le bon sens. Ça se passe vraiment bien. Eh ben super, voilà, vraiment une équipe. Et voilà, on remercie, on salue une nouvelle fois en tout cas le travail des personnes de l'ombre, les nombreux bénévoles, les personnes en tout cas passionnées qui passent des heures et des heures, mais toujours avec passion pour faire tourner et amener toujours cette dynamique auprès des plus jeunes, des aînés, de toute personne pratiquant le judo. Donc voilà, on les salue une nouvelle fois. Et puis en tout cas, nous, on va terminer cette première partie d'émission en vous remerciant, Pascal, d'être venu à nos côtés aujourd'hui pour mettre bien avant le judo, mais au-delà de tout ça, au niveau aussi du département, l'Alliance Revard Judo, voilà, on le répète une nouvelle fois, mais voilà, tout ce beau club, tous ces clubs en tout cas. Et puis, on vous souhaite plein de réussite et de performances. Merci beaucoup. Et puis nous, les amis, on lance une pause musicale et on se retrouve, dans quelques minutes. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour dans l'émission 9-2-1 partez après une première partie axée sur le judo avec l'Alliance Revard Judo, avec la présence de Pascal Scanavino. Nous poursuivons l'émission avec notre deuxième sujet du soir où nous allons mettre en lumière le cross de la Saint-Inoise et pour cela nous avons l'immense plaisir d'accueillir Patrick Dubouchet qui est l'organisateur de l'événement. Bonsoir cher Patrick, comment vas-tu ? Voilà, bonsoir à tous. Très ravi d'être là à vos côtés pour parler de cette 4e édition du cross de la Saint-Inoise à Brison-Saint-Innocent. Et oui, tout à fait. En tout cas, nous, on est très, très heureux de t'accueillir. Merci infiniment d'être présent ici à nos côtés, sur le plateau de Radio Grand Lac. Et oui, donc Patrick, tu es speaker, mais aussi un vrai passionné de course à pied. Et depuis pas mal d'années maintenant, tu mènes tout ça de front. Raconte-nous. Alors, speaker, coureur aussi. Coureur, je continue de courir. Passionné, ouais. Donc, organisateur depuis 4 ans, justement, de cette épreuve, le cross de la Saint-Inoise. Alors, l'idée m'est venue, justement, en m'entraînant au milieu des vignes. Donc, l'idée a germé de pouvoir organiser, justement, une épreuve. Donc, il a fallu un petit peu convaincre le maire, dans un premier temps, d'une nouvelle épreuve sportive sur la commune. Et puis donc, le maire m'a demandé justement qui est l'appui d'une association et l'association La Saint-Inoise existante. Donc, elle est venue un petit peu m'épauler sur ce projet. Donc, c'est la 4e édition. Donc, la première édition, forcément un petit peu de stress au devenir de cette épreuve. 150 participants la première année, 180 la deuxième année, 230 l'année dernière. Donc, on espère cette année près de 300, peut-être plus. Mais je me souviens, il y avait la toute première année. Je me souviens, j'étais même venu faire le chrono à Blanc. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait personne. Voilà, effectivement, c'était la fameuse année en plein Covid. 2021, c'était plutôt. 2021. Je me souviens. Où quelques jours justement avant l'épreuve, on avait eu l'aval du préfet dans la semaine, sauf que 3 jours avant, donc moi j'étais justement de retour d'avoir récupéré les ravitaillements et puis pas mal de matériel pour l'organisation du cross. Coup de fil du préfet qui me dit, Monsieur Dubouchet, vu ce qui se passe actuellement, on a reçu donc des dernières directives ministérielles, vous ne pouvez pas organiser votre cross. Et là, je peux vous dire que je me suis mis sur le côté, donc avec la voiture, et je peux le dire là en direct, j'ai essuyé quelques larmes. Parce que c'est vrai que je m'étais tellement investi sur cette première édition qu'au dernier moment, nous dire, non, vous ne pouvez pas organiser,
Donc effectivement, je l'avais un petit peu en travers. Ouais, non, mais je me souviens bien de cette édition. Je m'étais inscrit, pareil. Tout à fait. J'y tenais, local, venir marquer les premiers chronos. Et puis voilà, on se rappelle tous, enfin en tout cas toi particulièrement, et bien voilà cette fameuse un peu, ces fameux débuts un peu marquants quand même. Et puis derrière, et ben heureusement, voilà, c'est parti. Ah mais il fallait rebondir de toute façon. Moi, c'était mon idée, c'était mon projet d'organiser ce genre de course. Donc, comme dit Monsieur le maire, est-ce que vous repartez? Je dis bien sûr qu'on repart. Donc effectivement, l'année suivante, donc ça a été une première. Comme je disais tout à l'heure, 150 participants, donc on avait de quoi être satisfait. Et puis après, bon, on est monté en puissance. Beaucoup sont venus, je peux le dire aussi, participer par amitié, parce que c'est vrai que c'est un monde que je connais, et beaucoup de personnes me connaissent justement parce que j'interviens dans ce milieu depuis quand même un certain nombre d'années. Donc beaucoup de gens sont venus par amitié, et puis ensuite, eh bien certains champions également ont tenu à participer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me fais pas de soucis pour l'édition prochaine. J'évoquais tout à l'heure 300. Si on peut dépasser, ça sera encore pas, ça sera mieux, ça sera parfait. Qui arrive à grands pas. On y reviendra peut-être juste après, mais c'est vrai qu'elle arrive à grands pas. On peut d'ores et déjà le dire. Tu peux même nous rappeler la date d'ailleurs. Alors effectivement, c'est le 16 mars. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi cette date? Donc pratiquement c'est mi-mars chaque année, parce que c'est une semaine après les France de cross. Ah oui. Donc j'espère, cette année, ça sera même 15 jours après les France de cross. 15 jours. Et là, j'espère justement recueillir quelques athlètes qui ont participé aux France de cross pour justement venir se tester sur le parcours, un vrai parcours de cross. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On y reviendra juste après, mais finalement, j'ai une petite question moi quand même qui marque un peu le début de tout ça. Comment tu t'es dit, voilà, je suis speaker, je suis passionné de course à pied, je cours aussi. Bref, tu es dans le milieu bien sûr de la course à pied, tu connais du monde, tu connais le milieu, tu connais la passion. Comment tu t'es dit, je vais créer cette course, enfin créer en tout cas un événement. Alors, chez toi finalement, à la maison. Alors tu as évoqué le mot passion. Voilà. Autour de cette table, je crois qu'on est tous des passionnés. Tous les intervenants justement pour parler de leur sport sont des passionnés. Moi je le suis. La passion pour moi c'est le cross-country. Bon, j'adore la course à pied, j'adore le trail, j'adore la course sur route. Mais le cross-country pour moi c'est une épreuve spectaculaire. C'est une épreuve qui fait intervenir également les spectateurs parce que c'est vrai. Ça se fait sous forme de boucle. Et les spectateurs justement, un petit peu comme une corrida en ville, justement peuvent encourager, applaudir les concurrents et les concurrents apprécient. Bon, c'est une épreuve par contre difficile physiquement, où on fait monter le cardio assez vite. Et c'est pour ça qu'il faut être raisonnable au départ d'un cross-country, ne pas partir trop vite parce qu'après on se retrouve un petit peu sans jambes. Mais pas grand monde l'est raisonnable, je crois, au départ de ces courses. Alors, mais c'est ce qui fait le charme. Voilà, effectivement, le cross-country, je disais, c'est une épreuve spectaculaire. Effectivement, comme toute épreuve d'athlétisme, de course à pied, c'est vrai que ça part très vite. Oui. Après, faut tenir compte du parcours. Bon, ça monte, ça descend, ça vire. Il y a des épingles, il y a des trous, donc il faut gérer tout ça. Mais globalement, les gens, quand ils rentrent d'avoir bouclé leurs 4 boucles ou 3 boucles pour les féminines, sont bien sûr un petit peu fatigués, mais ravis. Ils viennent me trouver en me disant super, le parcours était super, c'est un vrai parcours de cross. Nous, on aime. C'est vrai que c'est assez sympa. Et finalement, pourquoi ce lieu? Voilà, ça se fait donc au stade de Brison, aux alentours entre les vignes et le stade. Alors effectivement, j'avais d'abord démarché au bord du lac. Ok. Donc on m'a laissé entendre qu'il y avait déjà les 10 km d'Aix-les-Bains, donc c'était difficile d'organiser une deuxième manifestation très proche. C'est-à-dire au bord du lac, est-ce que tu avais un secteur précis? Grand si c'est port. Pas indiscret. Grand port. D'accord, ok. Voilà. J'avais déjà presque en tête un parcours, dessiné un parcours sur une feuille. Ensuite, j'avais pensé aussi au Vivier du Lac, sur l'ancienne décharge. Et d'ailleurs, j'y suis passé hier. Oui. J'ai eu un petit regard sur ce magnifique parcours qui pourrait être justement un très très beau parcours de cross. C'est pas faux. Voilà, donc j'ai démarché forcément monsieur le maire du Vivier du Lac. Il m'a dit, monsieur, peut-être pas, voir, pourquoi pas? Mais bon, il m'a laissé entendre que c'était en travaux, c'était aménageable. Donc à l'époque où je suis allé le voir. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Et puis en revenant, je me suis dit, mais pourquoi je le ferais pas carrément chez moi? À Brisans-Saint-Innocent. Voilà. Là où jusqu'à présent, j'allais m'entraîner dans les vignes. Et puis de fil en aiguille, dans ma tête, j'ai fait un parcours. Et puis ensuite, ce parcours, il a plu. Et donc c'est pour ça qu'on le maintient en sens inverse depuis l'année dernière, puisqu'il y a eu des petits aménagements au niveau du parcours. Donc du coup, on l'a mis en sens inverse, qui est entre guillemets un petit peu plus roulant.
au dire de certains athlètes qui ont fait les 3 premières épreuves. Et donc finalement, voilà, donc tu as eu ensuite donc l'accord du maire, et derrière il a fallu donc convaincre, motiver Tout à fait. une nouvelle équipe et créer une association. Alors, créer non, puisque l'association La Satinoise existait depuis longtemps, sauf qu'elle D'accord. était un petit peu vieillissante, entre Ok. guillemets, avec tout le respect bien sûr que j'ai pour toutes les personnes de cette association. Donc ils ont accepté mon projet en me donnant un peu carte blanche, puisque donc Ok. je fais pratiquement 95% de l'organisation, mais ça c'était voulu et ils l'ont accepté. Bon, ils sont présents le jour, avec les bénévoles Ouais. de leur association, et moi j'amène également une bonne équipe de bénévoles. Génial. Et donc c'est combien de personnes pour l'événement, enfin Alors, de bénévoles? Un cross-country avec une boucle de 2 km 3, bon, ça nécessite pas forcément énormément de monde, c'est 20 bénévoles. Ok. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas Bien. forcément d'enjeu comme sur un ultra trail, Voilà. bien qu'il faut quand même du monde dans l'organisation. Et puis, ce que je vais rajouter, c'est qu'au niveau de la préfecture, on n'a pas besoin d'autorisation de la préfecture puisque c'est intramuros. Donc, Ah oui. seule Très l'autorisation de monsieur le maire est suffisante. Et ça, Ah oui. pour moi, c'est très important. Donc, il n'y a pas de papier à faire, il n'y a pas de règlement à afficher, etc. Tout se fait donc presque bon enfant avec monsieur le maire. D'accord, donc finalement, un rétro-planning qui est assez soft, tu peux peut-être nous en dire plus? Comment ça se passe finalement? Une fois que la course est passée, comment tu Alors, gères tout ça? on va déjà parler en amont. En amont? Parce tout à qu'en fait. amont, bien sûr, Ouais. donc il y a le parcours à tracer, mais bon, le parcours étant le même depuis l'année dernière. Donc il faut le baliser. Alors j'ai la chance, notamment le mercredi, de disposer des forces vives que sont mes 2 petits-enfants, que je salue d'ailleurs au passage, Mathéo et Valentin, qui ont 10 et 7 ans, qui sont là pour m'aider à mettre la rubalise, à mettre les piquets. Ok, Après, bien sûr, il faut aller démarcher les partenaires. ouais. Et ça, bon, pour moi, c'est aussi un grand plaisir. Ouais, Je me ouais. force pas, au contraire, c'est un grand plaisir de les rencontrer. J'ai une 30aine de partenaires et je peux le dire, cette année, j'ai un nouveau partenaire. Je peux le citer? Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est Terre de Running à Chambéry. Ah oui, très juste, j'ai vu passer l'info. Il s'est proposé, j'ai même pas démarché, il s'est proposé, il m'a appelé, donc en voyant que il y avait pas de partenaire sportif, on peut dire, enfin D'équipementier, d'enseigne, de d'enseigne magasin. sportive. Donc voilà, donc ça s'est fait. J'ai reçu la convention cet après-midi, donc on aura un nouveau partenaire sympa. Bravo. Voilà, donc je Et le remercie, local, je finalement. le remercie à l'antenne. Voilà, ben, Hein? bravo. Sinon, oui, il y a pas mal de travail. Donc les partenaires, le ravitaillement, bien sûr, aller trouver des lots pour les participants, donc le balisage, j'en ai parlé tout à l'heure, remotiver bien sûr les bénévoles, préparer le terrain parce que le site d'ébauche, c'est là où se situe donc le cross, c'est un site qui est très marécageux. Donc actuellement, comme il y a à la fois beaucoup de pluie et beaucoup de vent, il y a pas mal d'arbres qui sont tombés. Donc là, il faut penser à les scier, les tronçonner. Ah, j'aurais cru que tu allais laisser quand même pour faire un peu Alors de justement, pigment pour le j'en cross, non? parlerai après. J'en parlerai après. Donc, bon, ceux qui entravent le parcours, forcément, il faut les tronçonner. Il y a également un débroussaillage à faire, puisque donc il y a toute une zone de ronces qu'il faut débroussailler. Par contre, effectivement, comme tu disais, je l'ai aménagé depuis l'année dernière avec quelques troncs d'arbres à franchir. Ah, j'ai souvenir, ouais. Et j'ai même pensé de faire une zone en sable, parce que c'est très à la mode dans les Ouais, grands c'est crosses vrai, français, c'est vrai. de mettre une zone en sable. Donc, pour l'instant, c'est pas dit que ça se fasse pas. Pour cette année. Peut-être. Ah, ça pourrait être sympa. T'en penses quoi, Driss? Bah, écoute, c'est vraiment intéressant par rapport à tout ce que ça amène autour de la région, donc toujours un plus, ouais. Ouais. Et- Alors, oui, pardon. On m'a dit qu'il fallait que le cross soit ludique. Ah. Parce que, à l'origine, le cross, effectivement, ça reste une épreuve difficile. Et quand on évoque tout ça avec les jeunes, les jeunes un petit peu moins jeunes, ils évoquent bien sûr le cross du collège. Ah, oui, qui oui. était une épreuve presque forcée. Et certains, corvée, quoi. C'est vrai, non, vraiment, ont c'était une pas corvée à forcément l'époque, des ouais. bons souvenirs du cross-country. Ça Alors, c'est- permettait aussi à l'école se réunir, d'autres écoles aussi en faisaient partie, souvent Voilà, c'était tout à à fait, Stade ouais. Magère. Ouais, À Chambéry, ouais. Magère, même il y avait sur Ou à l'hippodrome l'hippodrome. Tout à des fait. Clébins. Ouais. Il y avait l'UCEP qui organisait justement des épreuves au niveau du primaire. Après, donc, il y avait les épreuves ASU, Ouais. au niveau donc du collège, après du lycée. Donc voilà, certains gardent quand même pas d'excellents souvenirs justement de cette époque en collège. C'est pour ça qu'il faut redorer un petit peu le blason du cross et apporter des éléments un petit peu festifs. Un Oui, peu une ludiques Une sorte surtout. de Voilà. biathlon peut-être.
avec un Pas forcément, mix de- mais simplement le fait de franchir des obstacles, le fait pourquoi pas de mettre une zone de sable. Voilà, donc ça donne un petit peu plus d'agrément au cross. Et puis un départ un peu peut-être plus western. Alors je sais pas. En start, Peut-être un passage aussi. Bon, faut garder un petit peu de boue aussi. Donc Ah là ouais, aussi, ouais, je vais ouais. aménager un endroit où ça sera un petit peu boueux. J'ai même pensé. Donc depuis l'année dernière, il y a ce qu'on appelle le Nant. Le Nant, Oui. donc c'est une petite rivière qui coule à proximité du stade municipal. Alors je pense, voilà, ça fait quelques fois que je lande du côté du stade pour peut-être les faire passer. Les faire traverser cette rivière. Ah, mais il faudrait, mais bien sûr. Un jeu de précision peut-être. Pardon, Un jeu de précision peut-être. un jeu de précision. Ouais, à l'image du biathlon, comme je disais tout à l'heure, hein, Ouais. quelque chose qui permettrait si tu réussis, de ne pas avoir de pénalité, si tu... Sinon, tu fais des tours en plus. Quoi. Ah là, c'est un peu plus compliqué Oh, après. Voilà, c'est un peu, logistique, un non, peu plus compliqué. je vais quand même garder l'essence du cross-country, qui est une épreuve, comme si on le traduit, c'est une épreuve à travers la nature, à travers le pays. Type orientation. cross-country. un peu. Voilà. Il faut que ça reste quand même physique aussi, parce que les gens qui viennent participer, ils ont envie quand même que ça soit un petit peu physique, un petit peu difficile, un peu technique. À côté de ça, c'est vrai que pour les enfants notamment, puisque on détaillera un petit peu le programme de la Bien sûr. journée. Tout à fait. Donc il y a la course donc à 10h, course adulte homme sur 4 tours, femmes sur 3 tours, ils partent en même temps. Combien de kilomètres du coup? Alors 9 et 7 Ouais. pour les femmes. Ensuite on a les courses jeunes sur 2, 5 et 5 km, donc 1 tour ou 2 tours. Et on termine par la boucle des familles où les parents et les enfants donc participent donc sur 1 km. Et c'est là justement que les troncs d'arbres à franchir font la joie bien sûr de tous les enfants et même des parents. C'est vrai qu'il y avait une ou deux belles photos qui circulaient, que notre ami Corentin Oui. Michel, Voilà, que je qu'on salue au passage, également, oui. bien sûr, Ouais. avait fait. Et c'est vrai qu'il y avait une ou deux photos qui étaient assez sympas. Tout à On voit fait, les ouais. parents et puis Ouais. les piots qui Ouais. prennent plaisir à passer par-dessus. C'est assez Ouais, sympa. voilà. Et est-ce qu'un jour on verra Manon Trapp, peut-être? Ah, alors Manon Trapp, bien sûr. Moi, c'est mon athlète fétiche. Ah oui, je sais. Pour je qui sais. j'ai énormément d'admiration, que je vais peut-être retrouver la semaine prochaine, puisque je vais monter au Cross Ouest France. Ah oui, très, très Et bien. j'espère qu'elle y sera. Actuellement, elle est justement en stage du côté du Kenya, du côté d'Iten. Et bien sûr, on espère tous peut-être un jour la voir, puisque c'est une grande championne, que ça soit surtout en cross-country, parce que elle est comme moi passionnée de cette discipline. Ah, c'est sa discipline. Voilà, c'est sa discipline et on a pu le voir au championnat d'Europe Ouais. qu'elle avait des talents qui pouvaient peut-être un jour l'amener au titre continental. Ouais, tout à fait. Et je reviens sur ton événement, mais c'est vrai que la richesse de cet événement, c'est que ça reste un événement populaire finalement, comme tu le disais, accessible à tout le monde. Que ça soit bien la boucle des familles, parents-enfants, bien sûr. mais aussi des athlètes, monsieur, madame, tout le monde, Ouais. à l'athlète finalement élite, expérimenté, Tout à fait. à l'image d'une Manon Trapp Oui. ou tant d'autres locales. Voilà. Tu peux peut-être nous citer bien des pépites qui sont déjà venues. Alors, on se rappelle les 2 premières années, Virginie Lemay, qui l'avait emporté chez les féminines, donc qui a remporté entre autres le triathlon d'Aix-les-Bains, plusieurs éditions. À plusieurs reprises, ouais. Donc Corentin Pellissier, qui est quelqu'un qui court en moins de 31 sur 10 km, donc qui a été deuxième derrière Garance la première année, Ouais. qui a remporté la deuxième année, qui a fait deuxième l'année dernière derrière Ludovic Bord. oui. Ludovic Bord également excellent marathonien, qui a terminé dans les 50 premiers au marathon de Paris. Voilà, donc après derrière, on a Fabrice Varon, le Lexois, qui est également toujours bien placé. Présent sur les nombreuses courses locales. Voilà. Donc, Ouais. alors je désespère pas d'avoir plus d'athlètes licenciés. C'est ce que j'espère justement pour cette édition à venir. Tu aurais quelques noms à nous? Non, il y a Alors peut-être pour pas. l'instant, c'est encore un petit peu loin, en sachant que les inscriptions, je vais pas te l'apprendre, ça se fait les 15 derniers jours. C'est vrai, très Donc juste. là, elles sont ouvertes depuis le 10 janvier. Voilà, c'est ça. Donc sur 1000 Républiques, la plateforme d'inscription. Mais je pense que ça va commencer à s'inscrire un mois avant et en fonction de la météo, ça sera 15 jours avant. L'année dernière, j'ai fait le plein entre guillemets, puisque j'ai eu 230 participants avec les familles, pratiquement la moitié la dernière semaine. Ok, et là l'objectif, ça serait, tu le disais, 300 ou plus? Alors 230 l'année dernière, 300 on espère cette année, Ok. toutes catégories confondues, Oui, bien famille, sûr. parents, Au général, adultes, quoi. jeunes. Si on dépasse, on fera tout pour les accueillir. On a des parkings, la commune a aménagé un grand parking de fait de pouvoir recevoir, accueillir encore plus de monde. Oui, génial. Et à terme, quels sont tes objectifs?
Quels seraient tes objectifs? Alors, à terme, bien sûr, pour un organisateur de cross-country, j'ai failli avoir l'année dernière, non, il y a 2 ans, donc une athlète kenyane licenciée à l'AT Saint-Julien 74. Bon, au dernier moment, elle n'est pas venue parce que bon, pour diverses raisons, bref. Je pense qu'un jour, peut-être, on aura quelques athlètes étrangers, peut-être africains, je sais pas, à voir, mais peut-être que cela pourrait se faire. C'est des choses que t'aimerais, qui est une pointure qui mette un chrono référent sur une édition. Ouais, c'est quelque chose de marquant, quoi. Et en termes, je sais pas, peut-être de nouveaux parcours ou de nouveaux sites, je sais pas, est-ce que tu as d'autres idées ou finalement, pour l'instant, tel que l'événement se fait, cela te va? Ouais. Cette année, on est très serein dans le sens où on a testé donc 202 parcours, donc depuis l'année dernière. On a dû, parce qu'il y a eu un aménagement d'une petite passerelle à proximité, justement, sur le Nant, la petite rivière que j'ai citée tout à l'heure. Donc, il était difficile après le départ. Il y aurait eu certainement un énorme bouchon. Donc, je voulais éviter ça. Donc, en fin de compte, on va conserver donc le centre de l'année dernière, qui a convenu à beaucoup de gens, d'autant plus qu'il était un peu moins physique que lors des 3 premières éditions. Oui, c'est vrai que c'est un parcours revisité, intéressant. Ouais. Et je pense, en effet, qu'il a bien plu. Voilà. Donc c'est vrai qu'autant le conserver. Puis chacun s'y retrouve, comme tu disais tout à l'heure. Bon, on a des coureurs élites, ça s'est gagné à 18 km/h l'année dernière. Ouais, c'est énorme. On a des coureurs donc populaires entre guillemets, donc avec tout le respect que j'ai pour ces coureurs-là, bien sûr, qui viennent pour le plaisir. Bon, en plus le parcours au milieu des vignes, c'est quand même quelque chose un petit peu d'original. Oui. Lorsqu'ils sortent du bois, qu'ils découvrent pour la première fois tout le vignoble saintinois, c'est vrai que quand ils reviennent, ils me disent c'est vraiment sympa ton parcours. Et en plus, moi le premier, j'étais surpris parce que je me souviens en fait, pour moi, c'était, je vais pas te mentir, au tout début, je pensais que c'était finalement autour du complexe sportif. Et en fin de compte, quand je suis venu la première fois, j'étais agréablement surpris. En effet, des coteaux de vignes qui se trouvent derrière le stade et qui est vraiment joueur. C'est un parcours joueur en plus. Voilà. D'autant plus avec les derniers aménagements que tu as fait et que tu feras peut-être pour cette année. Ça promet. Donc c'est vrai que ça laisse quand même vraiment de belles choses envisageables pour la suite. Disons que j'ai eu que des retours positifs. En plus, l'année dernière, j'avais installé un cahier où justement chacun pouvait s'exprimer. Donc, qui sera reconduit cette année. C'est vrai que j'ai eu pas mal, entre guillemets, de louanges. On va pas non plus se flatter trop facilement. Pas mal de louanges sur l'organisation et le parcours. Donc, on va rester comme ça. On va pas trop changer pour cette année. Simplement, j'espère qu'il y aura encore plus de monde. Donc, il y aura plus de bagarres à tous les niveaux. Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on te souhaite. Patrick, voilà, de continuer à faire vivre à fond cette édition, c'est même cette course, ce cross même, pardon, voilà, de le continuer, d'animer tout ça. Sur quel événement on te retrouve prochainement, autre qu'à la tête du cross? Alors, donc, début mars, je serai du côté de la Massingienne, pour le trail. Ah oui. Qui a réuni près de très belle course locale. 1000 participants l'année dernière. Donc après, dans la foulée, donc ça sera le cross de la Saintinoise. Donc forcément, je serai également au micro pour animer la course. Et donc après, la semaine suivante, ça sera les 10 km d'Aix-les-Bains, qui promet beaucoup parce qu'ils attendent près de 5000 participants. Et oui, l'objectif de la barre des 5000, qui je pense sera là. En tout cas, on leur souhaite aussi également. Ils en sont à 2600 actuellement, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour... Je pense que ça le fera, pour pouvoir le faire. Ensuite, Albins, bien sûr, l'entrelac Run and Trail. Run and Trail, avec nos amis de l'ACP. Ouais, tout à fait. Une nouvelle distance. Presque d'ultra, 55. 55, Voilà, puis après, un petit peu plus tard, ça sera du côté de Cusy, la Cusillarde, bien sûr. Également une cyclosportive du côté de Meaux. Ah oui, que je connais très bien. Voilà. Exact. La grimpée d'Urvar, bien entendu, au mois de septembre. Voilà, puis quelques épreuves du côté de l'Isère et puis du côté de l'A. Ok, écoute, excellent. Voilà, super. Excellent. Écoute, en tout cas, nous, Patrick, on te remercie. Voilà, mon cher Patrick, d'être venu à nos côtés aujourd'hui pour mettre en lumière avant tout le cross de la Saintinoise. Voilà, pour lequel tu es le président, même l'organisateur, je dirais. Plutôt l'organisateur. La cheville ouvrière. La cheville ouvrière, voilà. Avec les nombreux bénévoles qui œuvrent à tes côtés, voilà, pour rendre cet événement au top, voilà, vraiment. Nous, nous sommes ravis. On te souhaite plein de réussite dans tes divers projets, dans tes diverses casquettes, si je peux dire ça comme ça.
Et puis, encore une fois, eh bien, en tout cas, on donne rendez-vous à nos auditeurs de Radio Grand Lac, eh bien, le 16 mars, voilà, pour le cross de la Saint-Inoise à Brison-Saint-Innocent, pour venir se défier ou s'essayer à cette discipline. Alors, déjà, un grand merci, bien sûr, à Radio Grand Lac, pour justement ce flash sur l'épreuve. L'occasion pour moi de remercier, bien sûr, les partenaires. Je les évoquais tout à l'heure, une trentaine de partenaires. Nos amis viticulteurs qui m'autorisent à passer au milieu de leur vignes. Et oui, aussi sur des terres privatives. Voilà, tout à fait. terres privatives. Les bénévoles, bien entendu, l'association La Saint-Inoise. Voilà, donc ça fait du monde, justement, à remercier. Donc, encore un grand merci à Radio Grand Lac. Eh ben, merci c'est partagé. Merci, mon cher Patrick. Eh bien, nous allons terminer l'émission, comme d'habitude, avec les chroniques de Justine Edris. Justine, tu voulais nous parler de Marielle Berger-Sabatel que l'on a reçue il y a quelques temps. Et oui, et quand on l'a reçue il y a quelques semaines, elle nous avait fait part de ses objectifs de la saison. Et pour l'instant, on peut dire qu'elle les remplit plutôt pas mal, puisque la Savoyarde fait un très très beau début de saison. Elle enchaîne plusieurs podiums. Donc félicitations à elle et on espère que ça va continuer comme ça. Et nous, on va la suivre de très près et je manquerai pas de partager tout ça. Et oui, exact, Marielle qui resurfe sur cette belle dynamique à l'image de la saison dernière finalement. C'est ça. Donc c'est très positif. On espère que ce sera encore mieux après. Oui, tout à fait. Tu voulais également nous parler de Cyprien Sarrazin et sa lourde chute. Et oui, ça fait 2 semaines que Cyprien Sarrazin a fait une terrible chute lors d'un entraînement en Italie, juste avant la Coupe du Monde de ski alpin. Il a dû être opéré d'un hématome intracrânien et maintenant il a été rapatrié à Lyon. Et donc malgré son opération qui a été réussie, il garde des séquelles, notamment une diplopie, donc c'est un trouble qui affecte la coordination de ses yeux. Et donc pour l'instant ça reste assez incertain pour lui sur le fait de pouvoir reskier à haut niveau comme ça. Donc il va faire une grosse rééducation et puis on espère qu'il va pouvoir remonter sur des skis et puis à haut niveau si possible, mais ça va prendre du temps. En effet, voilà, ça fait partie parfois du. Surtout que c'est pas la première fois qu'il chute et qu'il se fait un trauma crânien, lui. Donc. Voilà, on lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. On espère. Tu voulais également nous parler de Chloé Chevalier, qui met un terme à sa carrière. On enchaîne quand même les mauvaises nouvelles. Chloé Chevalier met un terme à sa carrière de biathlète à seulement 29 ans. Elle a fait 105 départs en Coupe du Monde. Elle a décroché 11 podiums, dont 9 en relais féminin. Et avec 3 victoires à la clé, ainsi qu'une 2e place en individuel sur le sprint. Alors attention, d'Antols Anterselva en 2023. Et elle était diminuée malheureusement depuis la saison dernière. Et là, elle explique qu'elle n'a plus la motivation ni l'envie de faire du sport en compétition. Donc elle termine sa carrière en étant classée 3e du général de l'Ibu Cup. L'Ibu Cup cet hiver. Et donc on perd encore une sacrée biathlète quand même, donc c'est dommage, mais on lui souhaite que du bon pour la suite. Ouais, c'est une perte considérable que Chloé quitte le maillot tricolore, quitte le biathlon. Je la salue, Chloé, que je connais très bien. C'est vraiment triste, ouais. Quand j'ai appris ça via les réseaux, je te cache pas que j'avais un petit pincement au cœur quand même, parce que c'est une athlète que c'était assez inattendu aussi, c'est en plein milieu de saison. Ouais, j'appréciais beaucoup par ses valeurs, son talent et sa gentillesse. Mais bon, voilà, c'est la vie du sport et voilà. Donc en tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses dans sa future nouvelle vie. Une page biathlon également. On reste dans le ski et le biathlon et les résultats sont franchement bons pour nos Français, pour nos Savoyards et Savoyardes également. Donc chez les hommes, Éric Perrault est au pied du podium avec 368 points, juste derrière le Grenoblois Émilien Jacquelin. Et le Savoyard Antonin Guijonat est pour le moment 19e, place relativement bien, puisqu'ils sont quand même 68 à concourir. Donc ça annonce que du bon. Les prochaines compétitions, c'est à partir de demain pour les hommes, donc c'est ce week-end en tout cas. Oui, et aujourd'hui, il y avait les femmes qui... La Haute-Savoyarde Paula Bottet a remporté première aujourd'hui.
Et les autres ont été plutôt bonnes. Julia Simon qui fait une bonne saison pour le moment a fini 12e aujourd'hui et donc elle conserve sa 4e place. Justine Brezas-Boucher a fini 4e aujourd'hui. Okay. Et après sa victoire aussi au Grand Bornand qui nous a fait plaisir. À la maison. Et oui, elle est donc 6e au classement général. Derrière elle, à la 8e place, on retrouve Julia Richard, Haute-Savoyarde également. Jeanne Richard, ouais, tout à fait. Jeanne, pardon. Tout à fait. Excuse-moi. Et la Chambérienne Océane Michelon à la 10e place qui remonte un petit peu. Donc les Français sont en train de briller là. Ça fait plaisir de voir une compétition comme ça. Bon, on continue sur les lignées des années précédentes et puis on espère que ça va aller que mieux. Et puis à partir de demain, ça continue. Donc moi, je manquerai pas de vous tenir au courant des prochains résultats dans mes prochaines chroniques. Et également, vous pourrez venir les voir, en tout cas, le 8 et 9 février. Ils seront, les biathlètes féminines et masculins seront sur le plateau du Revard à la FECLA. Et ben voilà, on nous en apprend pour le tous les SAMC National Tour. Donc vous êtes déjà informés que le 8 et 9 février, eh bien, nos biathlètes seront... je pense tous présents, puisque ça sera une dernière répétition avant les mondiaux. Et ben voilà, l'occasion de voir du beau sport encore. Tout à fait, à la maison. Et enfin, une dernière page avec l'escalade. Et oui, un peu plus dans mon domaine, parce que le ski, j'aime bien ça, mais l'escalade, ça me concerne un peu plus. Ce week-end, les 11 et 12 janvier, auront lieu les championnats de France d'escalade de bloc vétérans. La première édition cette année, et 450 athlètes sont attendus. Et environ 2000 spectateurs sur le week-end. Donc les finales, c'est samedi soir, dès 19h. Ça risque d'être du haut niveau en tout cas, et moi j'y serai sûrement, donc je vous ferai un petit retour. Avec grand plaisir. Si ça vous intéresse, et puis j'encourage les auditeurs de Radio Grand Lac à venir y jeter un coup d'œil pour découvrir le bloc, parce que ça peut être impressionnant. Et puis même pour ceux qui connaissent, toujours... ça fait plaisir de voir du niveau comme ça, et puis c'est pas loin, c'est à Chambéry, donc voilà, c'est l'occasion. Parfait. Et ben écoute, on sera en tout cas heureux que tu nous partages tout ça. Avec plaisir. Merci Justine pour cette excellente chronique qui met bien en avant une nouvelle fois la dynamique événementielle sportive de notre territoire, mais aussi nos athlètes locaux. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer, et notamment le FC Annecy. Exactement, on retrouve notre 5e de Ligue 2, invaincu toute compétition confondue depuis le 8 novembre. Costaud. S'il vous plaît. C'était lors de la 13e journée face à Rodez, on avait pris une claque, et le groupe annécien a su remettre un peu d'ordre dans tout ce qui s'est passé, et je pense que Annecy est sur la bonne voie. Avant la trêve, ils sont allés chercher une qualif piégeuse du côté de Chassieux face à Gaulle FC, qui est une équipe de nationale. Là aussi, c'était très compliqué, et ça s'est joué lors des dernières minutes de jeu. On a provoqué un CSC qui nous a permis de se qualifier pour les 16e de finale. Je trouve que le groupe annécien est plutôt convaincant en ce moment en termes de régularité. Ça se voit au niveau des résultats, et aussi des équipes qu'on joue, on perd pas de points face aux concurrents directs, on en prend justement face au bas de classement. Il y a un match qui me revient, c'est Metz, où on fait un nul. Je pense que c'est clairement un candidat à la montée, donc c'est toujours impressionnant. Et puis surtout, on a cette bonne note en fait. Ouais. C'est le fait d'avoir eu des saisons assez compliquées les années précédentes, et cette année-là d'avoir de regarder ses concurrents dans les yeux, notamment le Paris FC, on en avait parlé avec cette victoire à Charletti. Donc c'est plutôt agréable de les voir à 5e de Ligue 2. Les matchs passent et se ressemblent. Donc on a un déplacement en Corse face à Ajaccio qui était avant-dernier avant la rencontre, qui le reste d'ailleurs. Avec un match pareil, on ouvre le score très tôt dans la rencontre, on égalise dans la foulée, puis le match se neutralise et on gagne dans les arrêts de jeu. Là, c'était un peu plus la 89e, mais c'est toujours intéressant de voir une équipe d'Annecy qui est vraiment solidaire. Je parlerai ensuite des stats pour une mention spéciale aux hommes forts, et ça reflète aussi le fait d'avoir une équipe plutôt collective et pas ciblée sur des individualités. On a beaucoup de buteurs, beaucoup de passeurs, donc c'est ciblé sur une force collective. Du coup, Annecy est 5e à 3 points du leader Lorient. Le prochain match d'ailleurs, c'est demain soir avec la réception de Guingamp au Parc des Sports. Ce sera dès 20h. Ils affronteront aussi le Stade Briochin, équipe de N2, qui est en difficulté dans leur poule en Bretagne, donc il y a un déplacement aussi très compliqué. Je pense pas que les stades de Bretagne permettent de jouer au ballon, donc il faudra être
assez prudent et voilà, ne pas se faire piéger par une équipe plus faible. On sait qu'en Coupe de France, c'est toujours le cas. C'est compliqué de jouer ces équipes qui donnent tout pendant 90 minutes. Qui n'ont rien à perdre. Exactement, et qui ont tout à gagner. On pense à Espalid, une équipe de Haute-Loire qui va rencontrer le PSG. Donc tout forcément, ils seront à fond. On en reparlera d'ailleurs d'Espalid qui a joué le CSF, qui est dans la poule du CSF en N2, en N3 pardon. Donc c'est très voilà, c'est cette Coupe de France qui nous a fait rêver ces dernières années, surtout avec Chambéry. Donc c'est plutôt agréable. Du coup, je voulais revenir sur les statistiques et faire une mention un peu spéciale aux hommes forts de ce premier semestre de compétition pour les joueurs d'Annecy. Travis Dago est meilleur buteur du club avec 4 buts. Donc c'est le meilleur buteur de Ligue 2, pour faire une petite image, c'est Bas qui joue à Grenoble avec 10 buts. Donc ça reste assez correct. Et on a 2 joueurs ensuite à 3 buts, 3 passes D, donc Johan Demancy et Antoine Larose. Donc ça montre cette homogénéité, tout le monde participe. Et puis voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ciblé sur une force collective qui a permis justement l'année dernière de se maintenir et qui permet cette année de jouer les premiers rôles en Ligue 2 en tout cas. D'être présent quoi. Exactement. On peut espérer aussi une montée. On verra ce début d'année qui se passe plutôt bien, mais on m'a souvent parlé de pas monter trop tôt en Ligue 1. On voit les équipes cette année comme Saint-Etienne qui a eu du mal à rentrer dans sa saison. Il faut une ossature assez solide en Ligue 2 pour ensuite se projeter en Ligue 1 et ne pas monter pour monter sans avoir les armes ou avoir la stabilité au niveau économique ou au niveau sportif. Bien sûr. Une page concernant le Chambéry Sport Football. Nos jeunes et noirs retrouvent ce samedi le chemin des terrains avec la réception de Cessiné, 8e de leur poule. Donc c'est voilà une saison pour l'instant assez mitigée. Nos Champions sont très mal positionnés et sont 11e sur 16. Donc on est relégable clairement. Donc c'est une situation assez compliquée. Mais la poule reste très serrée. Ils sont à 10 points du leader. Donc voilà, quand tu fais une image, il y a un point par équipe. C'est assez compliqué. Et à 2 points de leur adversaire du week-end. Ils restent sur 2 matchs nuls sur leurs 2 derniers matchs en 2024. Voilà, c'est aussi trouver aussi une certaine stabilité au niveau des résultats pour essayer de jouer le ventre mou. Régularité, C'est vrai que ces 2 dernières saisons, il y a une saison on était presque descendu et on a été repêché par la DNCG. Ensuite, l'année dernière, on a joué les premiers rôles avec une saison aussi très correcte en Coupe de France. Donc ça fait partie aussi de l'apprentissage d'être assez régulier et de se stabiliser dans une poule. Et puis c'est un peu l'image d'Annecy. Il faut rester assez propre pour ensuite gravir les échelons petit à petit. Tout à fait. Le Aix-les-Bains Football Club. Alors on n'a pas eu de reprise du côté de Aix au niveau du championnat, mais on a eu une qualif encourageante en Coupe Laura, une grosse victoire au 4e tour face à Seno 4-1. Une manière de bien terminer l'année pour bien entamer cette deuxième partie de saison qui reste primordiale, surtout avec les objectifs du club et du coach. J'en reparlerai juste après. En parlant de seconde partie, je voulais juste revenir sur l'entretien de Rafik Eslassi qu'elle a donné au club. Donc c'est très intéressant. Ils ont notamment parlé de leur première partie de saison, les forces et faiblesses de son effectif, les objectifs de seconde partie. Donc ça a été un entretien assez intéressant. Il est plutôt long, donc je vais essayer de résumer de la meilleure des manières. Il évoque un goût d'inachevé, forcément, parce que voilà, il y a eu des hauts, des bas, des moments aussi très frustrants. Je pense au déplacement de Sillevieux il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis des difficultés à appréhender certains rendez-vous. Donc des fois, il y a des rendez-vous qui sont un peu plus durs que d'autres. C'est des joueurs qui découvrent aussi ce niveau cette année. Donc il a dû faire avec. Il a un groupe assez fourni et qui permet aussi de faire jouer certains joueurs, notamment pendant la Coupe Laura. Mais son groupe a du caractère et ça, il l'a noté. Il manquait un peu de rigueur, mais l'objectif reste toujours de finir dans les 5 premiers. Et ça, c'est pour moi un objectif plutôt légitime, qui reste réalisable. Et il faudra trouver aussi cette efficacité. Je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire pour retrouver un peu de niveau. C'est vrai que ces 2 dernières saisons, ils ont engrangé 2 descentes, donc c'est plutôt dur pour le club. Mais il y a des choses bien, des joueurs qui ont une belle volonté. On voit un investissement, donc ça fait plutôt plaisir. Les 2 prochaines rencontres d'Aix seront contre le Starentès, qui est une R3, donc ce sera en Coupe Laura, et puis ensuite aussi la réception de la Tour Saint-Clair le vendredi 24 janvier au stade de Jacques Forestier. Juste un petit mot du coup sur Rafik Eslassi qu'un jour on espère recevoir dans notre radio.
c'est vrai que c'est, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est un entraîneur qui a vraiment beaucoup de lucidité sur son groupe, et cet entretien, je vous invite à le lire sur le site de ex Léman Football Club. C'est très intéressant, c'est quelqu'un qui a une belle vision du foot. Il est il dit la vérité, il dit ce qu'il pense sans forcément que ça plaise ou non, mais il dit la vérité sur son groupe, et je pense que cet objectif de top 5 en tout cas, c'est très intéressant. Il se donne pas non plus de plafond de verre. C'est vrai que c'est très serré, donc tu peux aller malgré que le premier, je crois qu'il est un peu plus haut, mais tu te permets d'avoir les pieds sur terre, mais aussi de pouvoir rêver pendant cette saison. Oui, toujours avec lucidité, bon sens et bienveillance. Exactement. Finalement. Une page basket avec le ex-Maurienne Savoie Basket. Alors avant de se quitter pour les fêtes, je vous avais parlé des matchs cruciaux et plutôt abordables au vu du classement avant la fin d'année. Malheureusement, les Aixois n'ont pas optimisé ces 3 matchs avec seulement 2 victoires. C'est vrai que c'était important de prendre le maximum de victoires avant cette grosse trêve. 2 belles victoires notamment, qui étaient importantes pour aussi remettre l'équipe sur de bons rails. Face à une équipe du milieu de tableau et une équipe qui joue le maintien, mais une défaite face à un concurrent direct au play-off, moins bien placé, un tout petit peu en dessous, mais les hommes de Kenny Grande restent sur une première partie d'exercice assez excellente. On se rappelle notamment de ce match au phare face à Rouen, qui était à l'époque un peu plus haut, et au final ils ont réussi à prendre ce match. Bon, c'est vrai qu'ils jouent pas tout le temps en phare, mais l'engouement qui avait été créé autour de ce match a été exceptionnel. Ça leur avait permis de faire un magnifique match. Ils sont 5e sur 20, donc c'est très rare aussi, à l'image de d'Annecy où ils avaient du mal à rester en Pro B. Là, cette année, ils visent les playoffs et pourquoi pas un beau parcours en playoff en fin de saison. Et puis l'objectif reste les playoffs, donc ce sera très important de bien continuer. Là, on a un déplacement à Fos-sur-Mer qui est 15e et Portez 12e, donc c'est des matchs plutôt abordables. Ouais. Et puis on sait que ce début de saison n'a pas laissé place à des regrets. Ils ont pris les matchs qu'il fallait prendre, peut-être un peu face aux concurrents directs, mais en tout cas contre les équipes qui étaient un peu moins fortes sur le papier, en tout cas, ils ont été capables de faire des différences. On en attend beaucoup dans cette deuxième partie de saison. Parfait, un point hockey sur glace avec les éléphants de Chambéry. Ça va un peu mieux pour nos éléphants malgré une défaite d'un seul but face à Tours. Tours qui est 2e, donc on retrouve peut-être une équipe qui a un peu de l'ambition, qui se réveille aussi peut-être au bon moment. Ils ont enchaîné à merveille avec 2 grosses victoires ensuite, en prolongation en plus, face à l'Entente Mont-Blanc et Valenciennes. Avec le caractère, ils sont allés en prolong, ils ont gagné ce match. Il y avait 1-1 face à il me semble Mont-Blanc jusqu'au prolong. Donc c'est ces victoires-là que j'aime, c'est ces victoires-là qui me permettent aussi au groupe d'envisager un peu plus, de faire de meilleures choses, parce que cette première partie de saison, on est clairement déçus au vu de la fin de saison dernière où ils sont allés jusqu'en finale face à Nantes. Et ça fait plaisir, j'espère que ils se réveilleront. Ils sont 11e sur 16, donc ça reste aussi crucial de se réveiller dès maintenant. Il se donne un peu d'air, mais la route est longue jusqu'au play-off. Il s'agira d'avoir la meilleure place, évidemment, pour avoir le meilleur parcours en play-off. C'est vrai que l'année dernière, c'était 8e, donc dernier qualifié, et ils avaient affronté 7e, il me semble, et du coup, ils avaient affronté un peu les meilleurs, donc le 2e, le 4e, jusqu'à affronter Nantes en finale, qui était premier de la saison régulière. Excellent. Et enfin, pour terminer, le handball avec la Team Chambé. Alors, 2 rencontres qui viennent clore ce très mauvais début de saison de nos Chambériens. Une belle victoire face à Limoges de 2 buts et une correction infligée par un gros de la Star League, Toulouse. Je pense que tu connais un peu le prochain match en coupe. Donc, on en a parlé d'ailleurs en début de saison avec eux. C'est vrai que la coupe reste un échappatoire pour si la saison est compliquée. C'est vrai qu'il y a une place européenne direct, donc forcément après le parcours est long en coupe, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais ça reste un échappatoire et il faudra y aller, parce que c'est une grosse équipe. C'est Dunkerque qui est bien classé, 6e de Star League, donc très loin de notre 13e place sur 16. Il va falloir vraiment je pense qu'il y a l'opportunité de faire un beau début de saison en chopant cette place en coupe. En plus t'enchaînes avec Ivry qui est dernier avec 3 points, donc t'as clairement une chance d'engranger des points. D'engranger des points et surtout une belle dynamique. Tout à fait. Commencer cette année avec 3 victoires dès le début pour ensuite avoir un peu plus d'air derrière et puis regarder un peu devant toi pour espérer une saison un peu plus tranquille, dans le ventre mou, peut-être pourquoi pas essayer d'accrocher l'Europe à la régulière. Je ne pense pas, malheureusement, vu le début de saison assez chaotique. Et puis pour finir, je voulais juste donner un mot de rugby. J'ai eu la chance d'aller au Stadium de Chambéry.
pour le derby d'ailleurs face à Bourgoin. Ah oui, où ils ont infligé un 24-0. Donc c'était assez intense, ouais. Exactement, une belle victoire avec la manière. Je connais pas forcément le sport, mais ça m'a vraiment inspiré de suivre cette saison. Je sais que les dernières saisons ont été un peu entachées par la fin du championnat où ils ont perdu leur finale face à Nevers notamment il y a quelques années pour monter en Pro B. Donc cette année ils ont un groupe très solide, ils ont 4 points d'avance, ils sont très largement au-dessus. Ça fait plaisir de les voir dans cette forme-là. Il y avait vraiment la manière. Bourgoin n'avait aucune chance même de marquer des points. Au final, donc voilà, très content d'avoir vu ce match, surtout avec un engouement, ils remplissent le stade, donc c'est exceptionnel. Ah oui, stade tout neuf en plus, exactement. Avec un très bon public, ouais. Très beau public et surtout la manière, donc ça fait plaisir qu'une autre équipe du bassin fasse le boulot, quoi. Très juste, et qui sont donc désormais leaders et qui peuvent peut-être viser une montée historique. Exactement. En tout cas, on leur souhaite. C'est bien parti à eux de tenir le cap. Exactement. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Toujours avec une grande analyse. Merci à toi. Les amis, il est déjà l'heure de rendre l'antenne. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2-1 Partez. Justine, Driss, un grand merci. J'ai pris également énormément de plaisir à vous retrouver pour cette première de l'année. Et désormais, on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. En attendant, on reste en contact via les réseaux sociaux de Radio Grand Lac. Nous vous souhaitons une très belle soirée et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Radio Grand Lac.